Mais je trouve que cette émission fait du bien. À chaque fois que je regarde, à part Patrick, là, je l'ai observé, mais je vois quelqu'un qui regarde les images. Comment une animatrice adorée de millions de Français a-t-elle pu se retrouver au bord du gouffre, le cœur serré et les dettes jusqu'au cou, alors même qu'elle tend chaque jour la main à ceux qui souffrent? La caméra s'avance, l'air se charge de gravité, et une question déchire le silence. Qui soutient Faustine quand les témoignages brisent plus que son émission ne peut réparer? Derrière son sourire calme, une vérité insoupçonnée remonte à la surface. Une vie fragilisée, un dossier long comme le bras, des confidences qui l'ont bouleversée jusqu'à ébranler ses propres fondations. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement une histoire racontée sur un plateau. C'est la sienne qui vacille dans l'ombre des récits les plus déchirants. Faustine Bollaert. Sa voix se fissure, son regard vacille, et pour la première fois, elle laisse entrevoir le prix silencieux de toutes ces douleurs recueillies. Mais comment cette femme, jadis symbole d'ascension fulgurante et de fraîcheur sur les écrans français, a-t-elle construit cette image radieuse qui séduisait le public? Avant que l'ombre ne l'atteigne, Faustine Bollaert vivait ses années d'essor, façonnée par ses débuts précoces, ses essais audacieux et ses premières apparitions qui laissaient entrevoir une future figure incontournable de l'audiovisuel. Et alors, une question s'impose, presque dérangeante. Comment une femme qui accueille chaque jour la douleur des autres peut-elle reconnaître qu'elle-même s'est retrouvée au bord du gouffre, ruinée, étouffée par des dettes que personne ne soupçonnait? Derrière la lumière des plateaux, derrière la douceur de sa voix et son regard toujours attentif, une fissure s'est formée, silencieuse, insidieuse, jusqu'à menacer tout l'équilibre qu'elle tentait de préserver. Et pourtant, rien ne laissait présager que la professionnelle solide, la confidente des douleurs humaines, vivait elle-même une fragilité aussi profonde. Dans les studios de Ça commence aujourd'hui, les projecteurs éclairent des visages, des mains qui tremblent, des phrases qui hésitent. Faustine écoute, accueille, apaise. Elle sait donner cet espace rare où la parole se déploie sans honte. Mais depuis quelque temps, ceux qui l'observent attentivement ont perçu une nuance différente. Une respiration plus courte, un regard un peu plus voilé, comme si certains récits faisaient remonter en elle un écho dangereux, quelque chose de trop familier. Et c'est précisément là que surgit cette vérité troublante. Alors qu'elle recevait des histoires de vie brisées par l'injustice, elle portait en silence la sienne, déstabilisée par un dossier financier, long comme le bras, accumulé sans qu'elle s'en rende pleinement compte. Tout semble avoir basculé au cours de ces émissions récentes où les confidences d'Andrea, cette jeune mère de 25 ans, ont résonné bien au-delà du plateau. Faustine, bouleversée par ce récit de séparation carcérale, a senti un frisson intérieur qu'elle n'a pas su ignorer. Ce n'était pas seulement la douleur d'une inconnue qu'elle recevait, c'était un reflet, un miroir de sa propre vulnérabilité. Car lorsqu'Andrea parlait de solitude, de cette sensation d'être seule pour tout, Faustine savait. Elle savait que ce mot, seul, collait aussi à sa peau depuis des mois. Et cette vérité, elle n'avait encore jamais osé la regarder en face. Dehors, le public la croyait forte, sereine, équilibrée, une figure aimée, respectée, presque immuable. Mais ce que personne ne voit, c'est la façon dont certaines histoires traversent l'hymne à l'écran pour venir percuter les lignes de faille intérieures. Ce jour-là, quand Andrea a raconté les pleurs de son fils au parloir, les sacrifices qu'elle enchaînait sans se plaindre, la manière dont la vie semblait s'être refermée sur elle, Faustine a senti ses mains devenir moites. Ce n'était pas seulement de l'empathie professionnelle, c'était la reconnaissance intime d'un désarroi qu'elle tentait elle-même de dissimuler. Car derrière l'image publique, celle d'une animatrice accomplie, d'une femme ancrée, d'une figure médiatique respectée, Faustine cachait un combat personnel bien plus sourd, bien plus éprouvant qu'elle n'aurait jamais pu l'admettre. Une accumulation de responsabilités, de contrats, d'engagements, de dépenses pensées nécessaires, puis repoussées, puis oubliées, jusqu'au jour où un courrier, puis un autre, puis encore un autre, ont menacé de fissurer son univers. Il y avait ce mot terrible, ce mot qu'elle n'aurait jamais imaginé prononcer dans sa propre vie, surendettement, comme une gifle, comme une sentence, un dossier administratif d'une longueur presque indécente, où chaque ligne rappelait une erreur, un oubli, un retard, une pression de plus. Et c'est cette part d'elle, l'ombre derrière la lumière, qu'elle n'avait jamais partagée. Cette peur qui la réveillait parfois à 3 heures du matin, les yeux ouverts dans le noir, incapable de savoir comment elle parviendrait à tout concilier. Cette sensation de courir après le temps,
après les échéances, tout en continuant à sourire aux autres pour ne pas les inquiéter. Cette solitude étrange qui touche ceux que l'on croit les plus entourés. Car oui, Faustine, malgré son rôle de confidente, malgré les équipes, malgré les milliers de messages de soutien, pouvait se sentir infiniment seule. Ce contraste entre son métier, tendre l'oreille, offrir un refuge, et sa propre vie, menacée, fragilisée, chaotique, formait une fracture intime dont elle n'arrivait plus à contenir l'écho. Plus les témoignages étaient lourds, plus son cœur vibrait dangereusement. Comme si chaque histoire venait réveiller un nœud qu'elle avait soigneusement dissimulé. Et parfois, après les tournages, elle restait seule sur le plateau quelques minutes, respirant lentement pour faire redescendre une émotion qu'elle ne pouvait plus masquer, ni devant les caméras, ni devant elle-même. Ce qui bouleverse encore davantage, c'est que tout cela était resté invisible aux yeux du public. Car Faustine a cette capacité rare à absorber les tempêtes sans jamais laisser paraître qu'elle-même tangue. Une force admirable, mais qui peut devenir un piège. Car lorsqu'on porte trop de vie, trop de blessures, trop de confidences, on finit par ne plus entendre les signaux de détresse qui viennent de soi. Et cette question, presque insupportable, revient. Comment une femme, entourée de tant de voix, peut-elle se retrouver sans personne à qui confier sa propre peur? C'est dans cette zone d'ombre, entre compassion et épuisement, que se niche la vérité la plus dérangeante de son histoire. Une vérité qu'elle n'a pas encore totalement dévoilée, mais qui commence à émerger, comme un souffle, comme un aveu fragile qui ne demande qu'à trouver sa place. Et ce n'est que le début de ce que Faustine s'apprête à révéler. Mais ce n'était rien comparé à ce qui allait suivre sur ce plateau lorsque le récit de José est venu percuter Faustine de plein fouet, comme un uppercut silencieux. À cet instant précis, quelque chose s'est fissuré en elle, et tout ce qu'elle tentait encore de maîtriser s'est mis à vaciller. Comment continuer à simplement écouter quand face à soi, un homme raconte comment sa vie entière a été détruite par une erreur administrative, une faille de l'État, une injustice tellement profonde qu'elle défie la raison? Comment absorber une telle noirceur sans que cela ne réveille ses propres peurs, ses propres zones de fragilité? José, lui, n'avait plus rien à perdre. Sa voix, d'abord posée, s'est brisée au moment où il a replongé dans ces années où tout a dérapé. Il a fallu un simple portefeuille perdu, un banal incident du quotidien, pour qu'une existence bascule dans un chaos inimaginable. Depuis 1999, il vivait comme un fantôme poursuivi par les fautes d'un autre. L'usurpateur avait contracté des crédits, vidé des comptes, accumulé des dettes colossales, réclamé des aides auxquelles José n'avait jamais même songé. Il avait façonné un double monstrueux, une silhouette administrative dont les actes abjects retombaient sur l'homme innocent qui se tenait ce jour-là en face de Faustine. Pendant qu'il parlait, l'air semblait se densifier autour de lui. Les caméras se faisaient presque oublier tant la vérité qui sortait de sa bouche avait la force d'un coup de tonnerre. Mais le pire n'était pas encore dit. Un frisson a traversé le public lorsque José a évoqué l'année 2009, cette journée qui a marqué la frontière entre avant et après. Il n'était qu'un jeune homme allant tranquillement à sa formation. Rien, absolument rien, n'aurait pu lui faire imaginer la scène qui allait se dérouler. « Je tombe sur des casques en noir », murmure-t-il en serrant les mains, comme si répéter ces mots réveillait encore la peur dans son ventre. Ils m'ont demandé de les suivre. Faustine, habituellement si stable, si douce, a eu un regard de stupeur instinctif, presque maternel. José a poursuivi, la voix nouée. Je ne comprenais rien. Rien. Ce n'est que face aux accusations qu'il a compris l'ampleur du cauchemar. Séquestré 2 femmes pendant des jours, et il les a violées toutes les 2. La phrase claque comme un coup de fouet, laissant un silence lourd envahir le plateau. À cet instant, Faustine a senti son souffle se suspendre. Cette violence, cette injustice, ce vertige total, toute la ramenait à ce qu'elle vivait intérieurement. Cette impression d'être écrasée par un système trop lourd, trop complexe, trop brutal pour ceux qui tombent dans ces engrenages. Elle connaissait ce sentiment, à sa manière, celui de se sentir traqué non par la police, mais par les papiers, les lettres recommandées, les sommes, les échéances, les rappels. Ce n'était pas le même drame, pas la même douleur, mais la mécanique était étrangement similaire, l'implacabilité. José, lui, avait été projeté au cœur d'un cauchemar judiciaire sans comprendre pourquoi. Faustine, en l'écoutant, s'est reconnue dans cette expérience effroyable de perdre le contrôle, d'être piégée dans une machine froide.
Bien sûr, sa situation n'avait rien de criminel ni de judiciaire. Pourtant, la violence intérieure ressentie face à la pression, au poids des dettes, au dossier interminable qu'elle devait affronter. Tout cela vibrait en elle comme un écho intime du chaos de José. Lorsque José raconte son arrestation, Faustine cligne des yeux plus lentement, comme si ses pensées la tiraient en arrière, vers ses propres nuits de blanche, vers les moments où elle se sentait acculée par des chiffres, des documents, des décisions qui lui échappaient. Elle entend les mots de José, mais elle entend aussi les siens, ceux qu'elle n'a encore jamais prononcés. Cette émission, qui lui a toujours permis de donner une voix à ceux qui souffrent, devenait soudain le miroir de ce qu'elle essayait de taire. José poursuit, décrivant l'humiliation des interrogatoires, les heures d'attente sans explication, les regards méfiants, les portes claquées. Toute sa vie s'est transformée en une lutte contre une erreur qu'il n'avait pas commise. Tout prouvait son innocence, et pourtant, rien n'y faisait. « Je criais la vérité », dit-il, mais personne ne l'entendait. Cette phrase, simple et terrible, a traversé Faustine comme une lame fine. Personne ne l'entendait. Elle aussi, parfois, avait crié intérieurement, de fatigue, de honte, de peur, sans trouver à qui confier la réalité de son épuisement. Elle aussi avait porté un masque impeccable, un masque nécessaire, derrière lequel la fragilité restait enfouie. Ce témoignage révélait plus qu'un drame personnel. Il exposait au grand jour les failles béantes de notre système d'identification, les dérives d'une administration qui peut parfois broyer des vies. Et Faustine, confrontée à cela, ne pouvait s'empêcher de se demander « Si un homme innocent peut en arriver là, que fait-on de ceux qui, comme elle, tombent dans un labyrinthe bureaucratique où chaque erreur devient une montagne ?» La salle entière semblait retenir son souffle. Et Faustine, en regardant José, a compris qu'elle ne pouvait plus se contenter d'écouter en silence. Ce que vivait cet homme lui rappelait trop profondément la dérive qui l'avait entraînée, elle, au bord du naufrage. Alors une idée, inattendue, encore fragile, s'est formée en elle, une décision qu'elle n'avait jamais envisagée auparavant, celle de parler. De raconter un jour ce que personne ne savait, de briser son propre silence comme José brisait le sien. Ce moment ne serait peut-être pas aujourd'hui, ni demain. Mais il approchait. Elle en sentait le poids dans sa poitrine, la nécessité dans son souffle, car écouter les autres n'avait plus de sens si elle ne s'accordait pas enfin le droit d'être entendue. Et ce que José venait de dévoiler, dans sa vérité nue et dévastatrice, avait ouvert en elle une brèche qu'elle ne pourrait plus refermer. Dans le regard qu'elle posa sur lui, un regard qui tremblait presque, quelque chose avait changé. Une vérité venait de se frayer un chemin. Et Faustine, elle le savait, ne pourrait plus jamais revenir en arrière. Et pourtant, malgré la dureté des faits, rien n'aurait pu préparer Faustine à ce qu'elle allait entendre ensuite. José, le regard fixe, la voix presque étranglée, a décrit l'un des moments les plus absurdes et les plus violents de son calvaire. Cette erreur d'identification qui a fait de lui, en une fraction de seconde, l'ombre d'un monstre qu'il n'avait jamais rencontré. Les femmes en question, elles se sont échappées de chez lui. Elles sont parties le dénoncer. C'est-à-dire moi, lui, quoi. Cette phrase, prononcée avec l'hésitation d'un homme encore traumatisé, a traversé le plateau comme une lame froide. Car derrière ces mots se cache quelque chose de terriblement humain. La peur, l'urgence, la confusion d'un moment où deux survivantes, en quête de sauvetage, se sont raccrochées au premier visage qui ressemblait à celui de leur bourreau. Un visage qui n'était pas le bon. Faustine a alors senti en elle un choc intérieur, un mouvement profond, presque existentiel. Comment ne pas trembler face à un destin, renversé par un simple malentendu, par une seconde de panique, par une reconnaissance hasardeuse ? Elle a écouté José raconter la scène, la fuite des victimes, leur désignation, puis l'arrestation du véritable coupable le lendemain seulement. 24 heures bimam, l'époque suffisante pour détruire une vie, pour inscrire dans la chair et dans la mémoire une humiliation qu'aucune justice ne pourra vraiment réparer. À cet instant précis, quelque chose a changé sur le visage de Faustine. Non pas de la peur, ni même de la stupeur. Elle en avait déjà entendu, des récits bouleversants, mais une forme de lucidité nouvelle, presque douloureuse. Comme si le témoignage de José venait éclairer d'une lumière crue ce qu'elle refusait encore de reconnaître. Que les vies humaines peuvent basculer en un instant, et que personne, absolument personne, n'est à l'abri. Pas même elle, pas même celle dont la voix accompagne chaque jour les blessures des autres. Elle s'est penchée légèrement vers lui, dans ce geste qui lui est propre, un geste d'écoute totale, d'ouverture sincère.
On aurait dit qu'elle cherchait moins à poser une question qu'à s'ancrer elle-même, à saisir dans les mots de José la force qu'il avait dû déployer pour survivre à l'injustice. José, lui, parlait avec cette gravité pudique propre à ceux qui ont trop souffert pour encore s'indigner. Il racontait les heures d'interrogatoire, les regards soupçonneux, la honte de devoir se défendre contre ce qu'il n'avait jamais commis. Et plus il parlait, plus Faustine comprenait que ce récit n'était pas seulement un témoignage, c'était une leçon, une mise en garde, mais aussi, et surtout, une invitation à renaître. Parce que José, contre toute attente, était encore là, debout, présent, capable de raconter, capable de regarder sa vie avec une forme de distance, de philosophie, presque de paix. Et cette résilience-là, cette manière d'accepter le passé, sans s'y laisser engloutir, touchait Faustine au plus intime. Elle-même, depuis des mois, portait en silence un fardeau qui l'écrasait. Elle-même se retrouvait parfois au bord du gouffre, tentant de garder la tête hors de l'eau. Mais José lui montrait autre chose, qu'on pouvait traverser une injustice, une humiliation, un effondrement, et malgré tout revenir à la vie. Cette idée de renaissance, doucement, est venue s'installer en elle. José n'était pas seulement le témoin d'une erreur judiciaire, il devenait le symbole d'une vérité essentielle, d'un principe universel que Faustine avait peut-être oublié dans son propre chaos. Celui-ci, il existe toujours un après. Elle a alors compris que dans cette émission, il ne s'agissait plus simplement de tendre un micro, mais d'accueillir une leçon d'humanité brute. José parlait de ses cicatrices, et Faustine y voyait les siennes se refléter. Il parlait de la réconciliation avec son passé, et elle sentait en elle poindre le besoin d'un apaisement qu'elle n'avait jamais osé formuler. Il parlait de l'importance de se reconstruire, et elle commençait à imaginer ce que cela pourrait signifier pour elle. Une forme de libération, un droit à la fragilité, un espace où elle aussi pourrait cesser de se battre seule. Faustine, elle, avait passé trop longtemps à porter la douleur des autres sans jamais dévoiler la sienne. Trop longtemps à se croire forte parce qu'on attendait d'elle qu'elle le soit. Trop longtemps à faire de son empathie une armure invisible qui finissait par l'étouffer. Le récit de José lui prouvait qu'il n'y a aucune honte à flancher, aucune honte à dire que l'on n'en peut plus, aucune honte à reconnaître que certaines batailles sont trop lourdes pour être menées seules. Alors, sur ce plateau, dans le silence suspendu après les mots de José, Faustine a senti naître en elle un désir profond, celui de se réconcilier avec elle-même, de regarder enfin en face ses propres peurs, ses propres échecs, ses propres nuits blanches, d'accepter que la vie n'est pas une ligne droite et que même ceux qui semblent solides peuvent s'effriter, tomber, se relever. Elle comprenait, à travers José, que la justice peut faillir, que les systèmes peuvent se tromper, mais que l'humain, lui, peut encore choisir la paix. Or, c'était peut-être cela, finalement, le véritable sens de cette rencontre. Une invitation à la douceur, à la lucidité, à cette forme de philosophie simple qui consiste à accueillir les blessures au lieu de les combattre. Faustine sentait en elle se dessiner une conviction nouvelle. Pour survivre, pour continuer à donner, pour continuer à écouter les autres, elle devait d'abord s'écouter elle-même. Elle devait accepter ses limites, ses failles, ses fragilités. Et surtout, elle devait cesser de se définir par ce qu'elle portait en silence. José n'avait pas seulement raconté son passé, il avait offert un chemin. Le chemin de ceux qui, malgré l'injustice, malgré la souffrance, choisissent encore de croire en la vie. Et ce chemin, Faustine sentait qu'elle pouvait, elle aussi, le suivre. Ce témoignage, loin de l'accabler, devenait le point de bascule, le moment où tout s'éclaire différemment. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que cette prise de conscience allait bientôt lui imposer un choix décisif. Un choix qui changerait sa manière de vivre, de travailler et de se tenir face aux douleurs du monde. Et ce choix approchait, silencieux, inévitable, comme une vérité enfouie prête à remonter à la surface. Et lorsque l'émission s'est achevée ce jour-là, lorsque les projecteurs se sont doucement éteints et que le silence s'est installé dans le studio vidé de ses voix et de ses frissons, Faustine est restée assise, un instant, immobile, les mains jointes sur ses genoux. Le récit de José, sa force, sa dignité malgré l'injustice, résonnait encore en elle comme un souffle qui ne s'éteint pas. C'était un de ces moments rares où l'on comprend que rien ne sera plus tout à fait comme avant, où l'on sent, dans un coin discret de soi-même, qu'une page s'apprête à se tourner, non par contrainte, mais par nécessité.
Elle observa les gradins vides, les caméras figées, les sièges où quelques heures plus tôt vivaient encore des douleurs, des vies fendues, des sursauts d'espoir. Elle s'est soudain demandé combien de larmes, combien de confidences, combien de blessures avaient été traversé ce plateau depuis qu'elle en tenait les rênes, et combien parmi elles avaient laissé une trace invisible dans son propre cœur, sans qu'elle ne s'en rende compte, sans qu'elle ne s'accorde jamais le droit de faiblir. Car au fond, Faustine avait longtemps cru que tenir bon était une obligation, que l'on n'avait pas le droit de plier lorsqu'on se trouvait à la place qu'elle occupait. Quand on devient, presque malgré soi, un repère, un refuge, un visage auquel tant de gens confient de leur fêlure. Mais ce jour-là, face à l'histoire de cet homme marqué à jamais par l'erreur humaine, elle a compris que la vraie force n'est pas dans l'infaillibilité. Elle est dans la capacité d'embrasser ses propres fragilités. Elle respira longuement, comme pour absorber la dernière parcelle de tension laissée par la journée. Cette respiration avait la douceur d'un début de renouveau. C'était comme si elle acceptait enfin l'idée qu'elle aussi avait besoin d'un espace pour se déposer. Que derrière la professionnelle, derrière la femme publique, il y a une femme tout court. Sensible, traversée de doutes, parfois épuisée, parfois inquiète, mais toujours vivante. Ce soir-là, en traversant le couloir désert qui mène aux loges, elle marcha plus lentement qu'à son habitude. Non pas par fatigue, mais parce que chaque pas réveillait une pensée profonde, une réflexion neuve sur ce que signifiait réellement son rôle. Elle comprenait que donner la parole aux autres ne devait plus s'accompagner du silence qu'elle s'imposait à elle-même. Elle comprenait que l'équilibre n'est pas une façade parfaite, mais un dialogue constant entre ce que l'on reçoit et ce que l'on s'autorise à remettre dans le monde. En entrant dans sa loge, elle ferma la porte derrière elle et resta un moment debout, les yeux perdus dans le miroir où se reflétait un visage plus vulnérable, mais paradoxalement plus authentique que celui qu'elle présentait parfois au public. Elle s'y vit telle qu'elle était réellement, une femme qui a tenu longtemps, trop longtemps, par instinct, par devoir, par pudeur, une femme qui, désormais, se sentait prête à se regarder autrement, sans jugement, sans masque, sans cette exigence absolue d'être forte en permanence. C'est là, dans ce silence de loge où l'on entend seulement le bourdonnement lointain du bâtiment qui s'endort, que Faustine a ressenti la première pulsation d'un apaisement nouveau, une sensation légère, presque imperceptible, mais réelle, comme une main posée doucement sur son épaule, comme une invitation à se pardonner, à se permettre la douceur, à accepter de ne plus se tenir droite coûte que coûte, mais de s'autoriser enfin à respirer, à dire « j'ai besoin d'aide » ou simplement « je suis fatigué ». Les récits, comme celui de José, lui rappelaient une leçon fondamentale, presque philosophique. La vie nous éprouve, nous surprend, nous bouleverse, mais elle nous propose aussi, toujours, un chemin pour revenir à soi. Un chemin pour se réconcilier avec ses propres zones d'ombre, pour comprendre que la souffrance ne nous définit pas, qu'elle nous traverse seulement, et que ce qui reste, au bout du compte, c'est la capacité de continuer, d'aimer, de tendrement accepter. Dans le regard de José, elle avait vu la preuve que la lumière peut revenir même après la plus terrible des nuits, et dans ce reflet qu'elle observait maintenant dans la glace, elle percevait sa propre possibilité de renaissance. À son rythme, à sa manière, loin des injonctions, loin de la performance, loin de la pression qui l'a longtemps accompagnée. Une renaissance discrète, intime, mais profondément nécessaire. Elle posa une main sur son cœur et un sourire presque imperceptible glissa sur ses lèvres. Elle comprenait enfin que la compassion qu'elle offre si généreusement n'a de sens que si elle s'en accorde une part, que pour continuer à tendre la main aux autres, il faut d'abord apprendre à se tendre la main à soi-même. Et c'est avec cette paix nouvelle que Faustine a éteint les lumières de sa loge ce soir-là. Pas une paix totale, cela n'existe pas, mais une paix en mouvement, une paix en construction, une paix faite d'acceptation, de douceur et d'humanité. Et cette paix, elle savait désormais qu'elle avait le droit de la chercher, le droit de la vivre, le droit de la protéger. Peut-être que demain, elle partagera un peu de cette vérité avec ceux qui la suivent. Peut-être qu'elle dira, d'une voix posée, que chacun porte un poids invisible, mais qu'aucun poids n'est définitif. Peut-être qu'elle rappellera aux autres ce qu'elle avait oublié pour elle-même, que la vulnérabilité est une force, et que se relever est toujours possible, même quand tout semble perdu.
Avant de partir, elle a jeté un dernier regard au plateau éteint et a murmuré presque pour elle « On renaît toujours, d'une manière ou d'une autre. On renaît ». Et dans cette phrase se trouvait toute la conclusion de son propre voyage intérieur. Si cette histoire, si ce chemin de vérité, de fragilité et de résilience vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager votre ressenti. Soutenez cette chaîne, likez, abonnez-vous, pour que ces récits humains, ces voix oubliées, ces moments de vérité puissent continuer d'exister et de toucher ceux qui en ont besoin. Merci d'être là, merci d'écouter. Et surtout, merci de ressentir.